Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder un petit peu les dessous de l'activité de secrétaire indépendante. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce titre, cette activité de secrétaire indépendante? Donc dans la vidéo, on va regarder un petit peu quels sont les frais obligatoires liés à l'activité. On va également regarder quels sont les différents taux horaires, les différentes méthodes de facturation, l'application des fameux frais kilométriques et également les obligations générales, fiscales, administratives et comptables qui sont liées à cette activité. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, la première chose, la première question est quels sont les frais obligatoires liés à cette activité? Donc, j'en ai déjà parlé de manière très précise dans une autre vidéo, mais donc je vous récapitule un petit peu ce qu'il faut prendre en compte dans le cadre de l'activité. Et donc la première chose, ça va être vos charges obligatoires à ne surtout pas oublier lorsque vous indiquez un tarif à un client, lorsque vous appliquez un taux horaire pour une intervention. Il faut bien prendre en compte que vous allez avoir ces fameux frais obligatoires qui sont les charges liées à votre statut, à votre activité et qu'il va falloir déduire à chaque fois de votre chiffre d'affaires pour obtenir le résultat finalement de votre gain réel. À ça va s'appliquer certains frais qui vont être liés également à votre activité et ce sont les frais que vous allez vous-même imposer à votre activité qui vont être bien évidemment souvent liés à éventuellement vos assurances. Donc si vous prenez une assurance responsabilité civile professionnelle, ça va être également si vous mettez une charge liée à votre téléphone par exemple sur votre activité. Ça peut aussi également être vos frais d'essence, etc. Donc en fait, c'est tout ce que vous allez rajouter sur votre activité, tout ce qui va être obligatoire en fait pour le fonctionnement de votre activité. Et donc plus vous allez rajouter de frais sur votre activité, plus il va falloir déduire de montants, de sommes, de choses en fait finalement à votre chiffre d'affaires. Donc il faut bien prendre en compte cet élément, sachant que bien souvent quand on se lance dans cette activité, au départ, on se lance sous un statut qui est simplifié et qui est le statut d'auto-entrepreneur. Ce statut ne permet pas de déduire de frais et de charges sur notre chiffre d'affaires. Il y a un abattement qui est effectué une fois qu'on fait notre déclaration d'impôt. Donc il est vraiment pas nécessaire de charger cette activité avec des frais inutiles. Donc faites bien attention à ça, prenez bien en compte vos charges obligatoires, mais également tous les frais que vous allez imposer à votre activité pour la faire fonctionner afin de pouvoir savoir combien vous allez réellement gagner, quel va être exactement votre bénéfice sur votre activité. Deuxième question, quels sont les différents taux horaires qui sont appliqués lorsque l'on est secrétaire indépendante? Donc on l'a déjà vu qu'il y avait une tranche un petit peu de montants qui sont appliqués par toutes les secrétaires. En fait, il n'y a pas de taux précis, il n'y a pas d'obligation, donc chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai qu'il y a, une estimation entre, en général, ça va de 25 jusqu'à 45. Donc après, voilà, ça va jouer en fonction de votre ancienneté, de l'intervention en elle-même, du client, etc. Donc il va falloir prendre tout ça en compte pour pouvoir trouver votre bon taux horaire. Mais est-ce qu'il y a plusieurs taux horaires? Est-ce qu'on peut appliquer différents taux horaires en fonction justement de certaines interventions, etc. Donc oui, déjà, il va falloir bien prendre en compte le fait que le taux horaire ne sera forcément pas le même si on est sur place, donc chez le client, et si on travaille de chez nous à distance. Donc bien souvent, et c'est logique, le taux horaire est moins élevé lorsque l'on travaille de chez nous que lorsque l'on se déplace jusque chez le client. Après, vous pouvez aussi très bien ne pas appliquer le même taux horaire à tous vos clients. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir des clients qui sont dans différents domaines, qui ne vous demandent pas les mêmes prestations et ces prestations n'ont forcément pas la même intensité, la même complexité, etc. Donc
votre taux horaire peut être bien plus élevé pour un certain type de profession que pour un autre. Donc ça ne pose pas de difficulté à partir du moment où votre client est informé de votre taux horaire, sait à quoi s'attendre. Donc ça, c'est à vous après de déterminer quel taux horaire vous voulez appliquer en fonction de quel type de prestation, en fonction de quel type de client et si vous souhaitez vous déplacer ou non. Et on en arrive à la question suivante qui est l'application des fameux frais kilométriques. Est-ce qu'il faut appliquer des indemnités kilométriques à nos clients? Est-ce qu'il faut le faire apparaître sur notre facture? Alors, du coup, je me suis bien renseignée avant de vous faire ce petit passage parce que vous allez peut-être déjà augmenter votre taux horaire parce que vous vous déplacez déjà chez votre client et donc, d'une certaine manière, ça va prendre aussi un petit peu en compte le fait que vous vous déplaciez et donc ces fameux frais kilométriques. Sachant que les frais kilométriques ne peuvent pas faire l'objet d'un vrai remboursement. Donc, ils ne pourront pas vous être remboursés sans que vous ayez été obligé de marger dessus et donc de vous retrouver avec finalement des charges à appliquer. Donc, finalement, on en revient un petit peu au fait de ne pas trop charger son activité parce qu'il y a déjà une déduction de base qui va être effectuée par l'administration fiscale. Donc, il est préférable d'augmenter un petit peu son taux d'intervention plutôt que de refacturer des indemnités qui finalement ne peuvent pas être remboursées au montant exact parce que vous ne pouvez pas recevoir ces remboursements-là et qu'il va falloir de toute manière que vous margiez dessus et donc que vous vous retrouviez avec une imposition dessus aussi. Donc, il vaut mieux arriver à faire un package lorsque vous vous déplacez chez vos clients, de déterminer à partir de quel moment vous souhaitez peut-être augmenter votre intervention sur site parce que vous allez vous déplacer un petit peu plus loin. Mais voilà, prenez bien en compte le fait que cette notion de déplacement doit faire partie de votre prestation en elle-même, de votre intervention et donc doit être comprise dans votre taux horaire puisque de toute manière, vous ne pourrez pas échapper au fait d'être chargé dessus finalement. Ensuite, quelles sont les différentes méthodes de facturation? Donc, on a vu qu'on pouvait très bien facturer nos clients à l'heure, donc avec un taux horaire qui aura été déterminé avec le client et que l'on intervienne sur site ou à distance, on facturera au nombre d'heures que l'on a réellement effectuées. Donc, précision parce que je le vois souvent, est-ce qu'on facture au quart d'heure, à la demi-heure, etc. pour vraiment ne pas laisser passer une seule minute. Si vous voulez avoir des clients réguliers qui vous font confiance et qui sont contents de travailler avec vous, évitez de facturer à la minute près parce que ça peut être très mal vu. Donc bien évidemment, lorsque l'on commence à avoir dépassé d'une demi-heure l'heure qui aura été entamée, bien évidemment qu'on facture la moitié de notre taux horaire. Mais de là à facturer les 15 minutes, etc., je pense que ça peut être très mal vu par certains clients. Et donc, il faut savoir faire un petit peu la part des choses parce que lorsque c'est vous qui peut-être facturez une heure alors qu'il manque ce fameux quart d'heure parce que vous n'avez travaillé que 45 minutes, le client ne va peut-être pas vous faire la remarque. Mais par contre, s'il commence à voir que vous détaillez la minute quand c'est vous qui finalement avez fait une minute de plus ou 15, etc., là, vous risquez d'avoir après des remarques de sa part. Donc, essayez de vous mettre à la place du client, essayez de voir de quel type de client il s'agit. Si c'est un client régulier, etc., il faut savoir être un petit peu finalement commerçant et du coup faire preuve de flexibilité aussi. On n'est pas à 15 minutes près lorsque l'on facture plusieurs heures dans une journée ou en tout cas plusieurs heures dans le mois à un client. Donc, faites attention à ça quand vous facturez au taux horaire. Ensuite, il y a également le fait de facturer au forfait. Lorsque l'on fait des forfaits à un client, c'est souvent parce qu'on détermine peut-être un nombre d'heures dans le mois qui ne sera pas dépassé ou alors qu'on fait une prestation particulière que l'on détermine dans le temps, que l'on a bien délimité et donc on convient d'un tarif. Si c'est le cas, prévoyez bien d'être certaine de ce que vous allez réaliser.
de bien connaître cette prestation afin de ne pas vous laisser déborder et envahir sur le temps qui aura été déterminé pour cette prestation, parce que sinon vous risquez de finalement de perdre de l'argent parce que vous y aurez passé beaucoup trop de temps. Donc si vous faites des forfaits pour un nombre d'heures par mois ou par semaine éventuellement, n'oubliez pas que lorsque vous faites des propositions de forfait, par exemple tant d'heures dans le mois, tant d'heures, etc., les tarifs sont forcément dégressifs, sinon le client n'a aucun intérêt à vous prendre un forfait. S'il voit que le nombre d'heures correspond à votre taux horaire, il va finalement ne pas s'engager sur un forfait et vous demander de venir ponctuellement quelques heures, et du coup vous n'aurez aucun visuel sur la longévité finalement. Vous n'allez pas faire s'engager le client à prendre un forfait, tandis que s'il voit que par le forfait, il a un avantage parce que le taux horaire lui revient un petit peu moins cher, il va forcément se dire que c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Donc pensez à ça quand vous établissez vos forfaits, quand vous êtes en train de justement de préparer éventuellement vos tarifs, que vous voulez les mettre en ligne par exemple, etc. Faites bien en sorte que le client se rende compte qu'il a un intérêt à vous prendre un forfait. Ensuite, on retrouve la facturation à la tâche et par exemple quand on fait de la prise d'appel, etc., à l'appel, etc., ou à la retranscription, donc à la minute, au mot, etc. Ça, ce sont des prestations qui demandent à être vraiment axées uniquement sur ce type de tâches et du coup, il va falloir en faire énormément pour pouvoir être rentable, pour pouvoir bien gagner sa vie dans ces domaines-là et n'avoir que des clients qui vous demandent ça et ne faire que ça toute la journée. Ensuite, on passe aux obligations liées à l'activité en elle-même. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est secrétaire indépendante? Quelles sont nos obligations comptables, administratives, etc. Concernant votre comptabilité, vous n'avez pas d'obligation comptable justement de faire appel à un comptable, etc. Vous devez juste garder les preuves de vos paiements et de vos encaissements. Vous devez faire vos factures, bien évidemment. Vous devez tenir une petite comptabilité sans forcément qu'elle soit trop pointue, mais pensez bien à garder tous vos justificatifs et à les organiser de manière professionnelle, bien évidemment. Ensuite, vous allez devoir faire vos déclarations de chiffre d'affaires. C'est votre réelle obligation finalement en tant qu'indépendante. Et donc, que ce soit mensuellement ou trimestriellement, il va falloir déclarer votre chiffre d'affaires réellement encaissé afin de pouvoir payer finalement vos charges dont on a parlé au début de la vidéo, vos charges sur votre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien faire attention à ce que vous facturez, l'émission de vos factures et surtout à bien prendre en compte ce que vous avez réellement encaissé. On ne déclare pas une facture, sous ce statut-là en tout cas, une facture qui n'a pas réellement été encaissée sur la période de déclaration. Donc ça, ce sont les réelles obligations liées à cette activité. Et en fait, finalement, le statut d'auto-entrepreneur est extrêmement intéressant pour ça et pour cette activité parce que ça vous réduit énormément finalement la paperasse que vous aurez à gérer pour vous-même. Donc ça, c'était pour que vous puissiez un petit peu savoir qu'est-ce qui se cachait un petit peu derrière le statut de secrétaire indépendante, qu'est-ce qu'il y a réellement à faire, bien évidemment, en fonction après de chaque statut particulier, de chaque type d'activité, vous allez peut-être avoir des frais supplémentaires parce que vous avez choisi d'intervenir d'une manière ou d'utiliser un logiciel ou etc. qui va vous rajouter des frais. Vous allez peut-être facturer d'une certaine manière qui va vous demander peut-être un petit peu plus de temps et de réflexion dans l'émission de vos factures. Vous avez peut-être d'autres déclarations à effectuer si vous êtes assujetti à la TVA, etc. Là, on parle du statut de manière la plus simple possible que l'on puisse exercer. Je pense que vous devriez pouvoir être un petit peu rassuré sur le fait que se lancer peut être extrêmement simple et qu'il n'y a pas énormément de choses cachées derrière ce statut qui sont effrayantes. C'est gérable, vous pouvez très bien vous lancer même sans avoir finalement d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, sans connaître forcément
tous les petits détails, vous allez pouvoir apprendre, vous allez être informé au fur et à mesure, il n'y a aucun souci à se faire. Parfois, les peurs que l'on peut avoir liées à l'entrepreneuriat, liées à cette activité, ne sont pas si finalement si impressionnantes. Voilà, il faut se dire que c'est gérable, c'est pas extrêmement compliqué, vous pouvez y arriver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.